La maison de Bernard Maudieu se trouve sur les hauteurs de Chambéry, à Barbéraz. Sur un beau meuble ancien du salon trônent 5 photos de famille en noir et blanc. Sur la deuxième en partant de la gauche, Chantal, petite brune bouclée qui fêtera ses 3 ans une semaine plus tard, pose avec son frère François et sa sœur Anne assis dans un canapé. Sur une autre commode savoyarde, une photo, une seule, Chantal, adulte, radieuse. Elle porte un pull rouge et rit aux éclats. Sa chambre, première à gauche du long couloir, n'a guère changé depuis sa mort au Népal, le 13 mai 1998, sur les pentes du Dhaulagiri, par la faute d'une avalanche. Des livres, encore des livres. 3 grands tournesols en plastique, des photos. Le canard jaune en peluche qu'Anne lui avait offert, des cailloux, des petits personnages, des souvenirs d'expédition disposés sur les étagères. Un lit, une malle militaire bleue remplie jusqu'à ras-bord de milliers de diapositives prises par Chantal, et une caisse en osier contenant un trésor. 37 carnets rédigés par elle, où l'année est soigneusement notée, en couverture ou en page de garde. Journaux intimes, carnets d'expédition, poésie, lettres. Pour les besoins de ce livre, Bernard, son père, François, son frère et Anne, sa sœur, ont accepté de me confier ces carnets et ces cahiers de toutes les couleurs, aux couvertures parfois décorées, d'autres fois restées nues, seulement marquées le plus souvent du logo Clairefontaine. Des reliques, ce qu'il reste d'une trop courte vie, des pages que seul le père de la disparue avait lues. Le frère et la sœur n'y parvenant pas, tétanisés par la douleur et le deuil. François nous apporte la caisse, la pose délicatement sur l'une des tables du salon, se saisit d'un carnet, l'ouvre au hasard. 2 photos d'identité de sa sœur en tombent. « Papa, tu les connaissais ces photos ?» Il ne les avait jamais vues. C'était une scène, c'est une scène très forte de voir le père et le frère découvrir une image de la fille et sœur. Ils m'ont amené la caisse et ils ont pris un des carnets au hasard, et il l'a ouvert, son frère, et la photo est tombée. Les 2 photos d'identité sont tombées par terre, donc il les a ramassées et il a dit ce que je disais dans le livre. Et c'était très 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 émouvant pour commencer le travail avec eux. Si vous voulez, je peux vous raconter comment j'ai eu l'idée de ce livre et comment je les ai rencontrés tous les 3, parce que Chantal avait perdu sa mère quand elle avait 15 ans. Je l'avais rencontré, Chantal, plusieurs fois quand j'étais journaliste au service des sports du journal du dimanche, et je l'avais interviewé 5 fois, je crois. Et j'étais dans un journal où on ne s'intéressait pas du tout à la montagne, on s'intéressait qu'au foot et au tennis. Et moi, venant d'Annecy, bien que ne faisant pas de haute montagne, j'avais quand même pris ce créneau-là de la montagne dans le journal. On était à une époque où il y avait Chantal, où il y avait Jean-Christophe Lafaille, Escoffier, Profit, il y avait tous ces grands noms de l'alpinisme français de l'époque. Par image, consacrait des pages entières à la couverture de son magazine aux exploits de montagne, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, Chantal, je l'avais rencontrée plusieurs fois, et puis après elle est décédée en 98. Et puis j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête, un jour peut-être que je ferai un livre. Mais comme je ne faisais pas de montagne, je ne me sentais pas légitime de venir un jour frapper à la porte ici et de dire je voudrais faire ce livre-là. Et puis j'ai rencontré Marie-Christine et elle a trouvé que c'était une bonne idée. Donc je me suis lancé dans cette aventure et j'ai contacté donc son père et son frère dans un premier temps, puisqu'on m'avait dit que sa sœur ne serait pas désireuse ou capable de me parler parce qu'elle était trop encore dans le deuil. Et donc je suis allé à Barbara, au-dessus de Chambéry, pour les rencontrer. Ils étaient là tous les 2, le père et le frère. Ils m'ont invité à déjeuner, on a discuté, et à la fin du déjeuner, ils m'ont dit c'est d'accord. À une condition, c'est que, alors on va vous confier les carnets et les journaux intimes. 2 conditions. Vous ne partez pas avec. Donc vous venez autant que vous voulez ici, vous dormez ici, vous venez, ma famille étant à Annecy, je faisais l'aller-retour aussi. Vous passez tout votre temps ici, mais vous ne partez pas avec. Non pas qu'on n'ait pas confiance, mais si jamais vous les perdez, si jamais il y a un accident, si quoi que ce soit, on n'a plus le peu qui nous reste d'elle. Donc ça ne sort pas de la maison. Deuxième condition, vous ne vous étendez pas sur la mort de sa mère quand elle avait 15 ans et ce qu'elle a écrit dans ses journaux intimes dessus. Donc c'est ce que j'ai respecté. Et à partir de là, ils m'ont dit vous faites ce que vous voulez. Nous on est là, et donc on a commencé à parler. Et une fois qu'on a eu beaucoup parlé, pendant plusieurs jours, j'ai commencé à lire les journaux intimes et les carnets d'expé, qui étaient donc plus d'une vingtaine.
dans cette fameuse caisse qui m'avait posée sur la table du salon et je piochais dedans et j'avais l'impression d'être comment dire, il y avait un côté un peu voyeur, parce que dans certains journaux, ados, elle écrivait « J'interdis à quiconque de jamais toucher à ce journal » et moi je le touchais pour la première fois, donc c'était très délicat. En même temps, sa famille m'encourageait à le faire, parce qu'ils étaient aussi désireux qu'un jour un livre sur leurs filles et sœurs paraisse. Et puis il y avait un côté archiviste, un côté, je prends presque des gants pour toucher, il y avait des collages, il y avait des découpages d'ados et d'enfants. Et donc avec le temps, ça pouvait s'abîmer aussi, donc je prenais plein de précautions pour ne pas abîmer ça. Et puis, ça a été libérateur pour eux en fait. Ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup encouragé. Sa sœur a fini par venir à Barbara, une autre fois j'y étais. Elle habite à Briançon, sa sœur, et elle est arrivée sur place, elle avait les yeux complètement rouges. Et elle m'a dit, ça fait 2 ans que je conduis, 2 ans que je pleure. Et c'est sa sœur, sa grande sœur. Et en gros, elle m'a dit, bon, il est temps que je passe à autre chose et qu'on m'ouvre des portes, et ce livre va peut-être m'ouvrir des portes. Et on est resté très amis avec sa sœur, son frère et son père. Ils sont venus me voir à Passy la semaine dernière. Et c'est vraiment devenu quelque chose de très très fort entre nous. Et ce qu'on me disait à l'instant, c'est qu'elle est très présente dans le livre en fait. Et j'ai décidé d'emblée de la faire beaucoup parler à la première personne, parce que j'avais la matière avec les carnets et les journaux intimes. Et c'est ce que son père et son frère et sa sœur m'ont beaucoup dit. Ils m'ont dit tu l'as fait revivre, tu l'as fait parler. Et son père m'a dit même j'aurais jamais imaginé lire un livre sur ma fille. Et c'est un monsieur qui a 88 ans, 89 ans, et qui était très très ému par ça. Mais ce livre a existé parce qu'ils m'ont fait confiance, parce qu'ils étaient prêts à me confier les secrets qu'elle avait écrits dans ses journaux, dans ses carnets. Alors justement, là c'est pas un texte que tu as choisi, mais comme tu parles, tu dis ce que je vais lire. Si vous voulez être discret, c'est pas cool. Chantal a 17 ans. Elle skie toujours, ski alpin, hors piste le plus souvent et de randonnée. Elle a renoncé à ses rêves de médaille olympique. Elle grimpe de plus en plus vite et de plus en plus haut. Escalade, randonnée, haute montagne, été comme hiver. Son amour de la montagne grandit d'année en année. Je cite tes carnets. Elle nous accueille, à nous de nous avancer vers elle, de la comprendre, de l'aimer. L'inconquis, l'indomptable, le constant mystère, la joie de la découverte, comme pense Saint-Exupéry dans Citadelle, l'absence de structure rigide et connue, la splendeur de l'inutile, de l'inconnu, du secret qui est la liberté. Vigny exècre la nature, moi je l'adore. Dans la maison du berger, il condamne sa froideur, moi je la vénère. Il dénonce son désintérêt envers l'humain, moi je l'acclame. Elle est en terminale D, sciences naturelles, à Vaugelas, à Chambéry. 1 an d'avance, une très bonne élève, mais qui sait déjà, à la différence de son frère, élève ingénieur à Centrale Paris, et de sa sœur en médecine à Lyon, qu'elle ne fera pas de longues études. Non qu'elle n'en ait pas les capacités, elle n'en a tout simplement pas envie. Elle commence à songer à devenir kinésithérapeute. Elle voulait être kiné parce que c'était des études courtes, et donc 2 ans après le bac, et elle ne voulait pas s'engager dans un cursus beaucoup plus long pour pouvoir aller en montagne. Elle voulait être kiné pour pouvoir avoir ses horaires aménagés comme elle le souhaitait, et si elle prenait un rendez-vous, elle le prenait, si elle n'avait pas envie, elle allait en montagne, elle n'accordait pas de rendez-vous. Elle faisait beaucoup de remplacements en fait ici dans la vallée. Et c'était ça son idée, c'était la montagne passera avant toute chose, et c'est ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à la fin. Et au lycée, elle rencontre Pierre Néret. Voilà. Ouais. Donc ça serait bien que tu en parles un peu. Ouais. Pierre Néret, c'est son premier grand amour, avec qui elle va vivre de 20 ans à 30 ans à peu près, qui est avec elle à Chambéry, qui est un fou de montagne, et au début, ils ne sont pas forcément complètement fous amoureux, mais il n'y a pas beaucoup de filles, m'a raconté Pierre, qui sont fans de montagne et de haute montagne. Faudrait en c'est pas de votre faute. C'est d'accord. Ben justement, je vais lire le passage d'un... À Chambéry ouais. Donc Pierre, il a le même âge, ils ont à peu près le même âge, donc ils sont en terminale, ils ont 17 ans, 18 ans. Et il remarque cette fille qui est d'abord très jolie, mais qui est très drôle aussi, et qui surtout adore la montagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à Chambéry, il n'y a pas tant que ça de
de filles à 17 ans au lycée qui adorent la montagne. Donc ils vont très vite partir, ils vont commencer par l'escalade en fait, et puis après par le ski, et puis après par la haute montagne. Ça va être une très belle histoire, une très longue histoire, où ils vont à peu près tout faire ici dans le massif du Mont Blanc. Après, ils vont se dissocier sur la haute montagne, on en parlera peut-être après ce passage-là. Une seule fois, Pierre Néret l'a vu perdre son sang-froid. Il venait de gravir le super couloir, une voie de glace extrêmement difficile au Mont Blanc du Tacu. La tempête les surprend à la descente, ils se perdent en pleine nuit au milieu des crevasses. Le vent du nord soufflait fort, glacial. On a creusé un trou pour se protéger. Un petit trou avec nos petits piolets. On s'est allé rallongé dedans, sur le dos, collés l'un contre l'autre, les jambes dans notre sac à dos et on a attendu. On avait le visage à 2 cm du plafond, la neige étouffait les bruits et les régnait un silence de mort. Les deux amoureux étouffent dans leur cercueil de neige. Portés par le vent, la neige les a emprisonnés. Pierre tente de sortir sans succès. Chantal s'affole, respire trop fort. Il fallait se calmer, se détendre, vider sa cage thoracique pour gagner un tout petit peu de place et respirer très doucement. Elle s'est contenue pendant que je faisais de nombreux essais pour nous libérer. La neige lui rentre dans le nez et la bouche. Épuisé, il reprend des forces et sa respiration tente à nouveau. S'il n'y parvient pas, les deux beaux amants vont mourir. On s'en est sortis, mais ce fut le pire moment d'angoisse qu'on ait vécu ensemble. Pour beaucoup d'alpinistes, ouvrir une voie est l'aboutissement de la passion. La signature laissée sur une montagne témoigne de l'aspect le plus créatif de ce qui est plus qu'un sport, un art de vivre, un art tout court. Chantal Mauduit n'a pas ouvert de voie, pas plus avec Pierre Néret que par la suite. Certains, à Chamonix où la rumeur tourne en rond, lui en ont fait le reproche. Le guide et réalisateur Denis Ducrot prend sa défense. Ce n'était pas son truc. Son affaire, c'était la très haute altitude, dit celui qui l'emmènera en 1994 découvrir la Patagonie et barrer un voilier au large du Cap Horn. Ce reproche-là, je l'ai entendu pas mal de fois ici, quand je suis venu pour les entretiens, etc. Et, oui, mais elle n'a pas ouvert de voie, donc quelle trace. Pardon. C'est pas une grande, du coup. C'est pas une grande, ouais. Elle a fait ce que les autres pouvaient faire aussi, etc. Et je pense que c'est un reproche qui n'est pas exempt de misogynie, d'une part, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires misogynes sur elle ici et ailleurs. Premièrement, et deuxièmement, c'est ce qu'on vient de lire, ça ne l'intéressait pas. Elle n'était pas du tout dans la performance sportive. Et ouvrir une voie, être la première, ça ne l'intéressait pas. Bien sûr, si elle avait pu être la première Française au sommet de l'Everest, comme ça a failli se faire, et ça ne s'est pas fait parce qu'elle est au Mont Blanc, quelques jours avant de partir, et elle redescend du Mont Blanc, elle est en retard, et elle court, et elle se pète le genou, et elle ne pourra pas partir. Et donc c'est Christine Janin qui sera la première Française au sommet de l'Everest. Et ça, elle va avoir un peu du mal à le digérer quand même. Mais ça mis à part, c'est pas son problème, elle disait toujours on ne vainc pas la montagne, on ne combat pas les éléments, etc. Elle était toujours dans un registre qui n'était pas guerrier, qui n'était pas sportif. Avec Pierre, ce qui va se passer, c'est que nous, ils vont tout faire ici. Il raconte comment ils sont d'abord étudiants, lui à Grenoble et à Lyon, ils se retrouvent le week-end ici. Ils viennent en 2 chevaux, en 4 aides, je ne sais plus, ils posent la voiture sur le parking, ils partent tout de suite, et puis ils font ça, puis après ils repartent, et puis chacun revit sa vie d'étudiant dans la ville où il est, et puis ils reviennent, et ainsi de suite, et ils passent leur temps à faire ça. Ils vont plus dans les Alpes du Sud, et ils me racontent, on n'avait pas un sou, quand on s'achetait un pot de miel, c'était la fête. Quand on mangeait une pizza, c'était royal comme repas. Ils grignotent, ils mangent des figolus, il me racontait, c'était à peu près tout ce qu'il y avait dans le sac à dos. Et puis, ce qui va se passer, c'est que ils vont arriver, lui à 30 ans, elle un peu plus jeune, et elle va découvrir le Népal. Et elle va découvrir l'Himalaya. Et Pierre, il est allé une fois, il a fait un 7000, et ça ne lui a pas plu. Parce qu'il dit, j'ai failli mourir, et moi je ne veux pas mourir en montagne. Il est toujours vivant, Pierre est peut-être vivant grâce à ça. Et il a dit, j'ai vu à quel point ces montagnes-là peuvent nous tuer en 1 seconde, et pour moi ça n'en vaut pas la peine, donc je ne veux pas ça. Donc je ne jouerai pas avec à ce jeu-là, trop dangereux, une sorte de roulette russe. Donc il y est allé une seule fois, Pakistan, mais il n'est plus jamais retourné. Enfin maintenant il y va pour faire du trek et de la marche d'approche, mais pas du très haut sommet. Et elle, au même moment, presque, elle a découvert au contraire l'Himalaya, elle en a été complètement éblouie et hypnotisée. Et on ne pourrait pas dire qu'il n'y avait plus que ça qui comptait, parce qu'elle venait encore très souvent ici pour les ascensions, mais ça n'avait plus du tout le même intérêt pour elle. Elle était un peu hypnotisée.
Et donc il raconte que leur chemin, leur couple même s'est séparé finalement, parce que la montagne, on a décidé ainsi. Elle, ici, ça ne l'intéressait pas, plus, trop. Lui, là-bas, il n'en voulait pas. Et elle parlait que de repartir là-bas tout le temps. Donc ils se sont séparés pour ça, et aussi pour la question d'avoir un enfant ou pas. Alors ça, c'est des choses qui sont assez... quand on fait une biographie, on arrive à des moments où on rentre dans l'intimité vraiment des gens. Et donc ça, par exemple, c'est Pierre qui me l'a raconté. Il m'a dit à un moment, elle voulait vraiment avoir un enfant, moi aussi, mais j'en étais pas tout à fait sûr vraiment qu'elle voulait. Et puis surtout, est-ce qu'elle serait repartie dans l'Himalaya? Elle jurait que non. Mais moi, je voulais pas avoir un petit orphelin, en gros. Et ça, par exemple, je l'ai appris à son frère et à sa sœur. Ils ne savaient pas que Chantal avait l'intention d'avoir un bébé. Et ça a été un moment, moi je croyais qu'ils le savaient. Et ça a été un moment assez terrible pour un auteur qui rentre dans une famille comme ça, de leur révéler quelque chose d'aussi important. Et ça les a vraiment secoués d'entendre ça. Et finalement, après, ça leur a plu. Savoir que leur sœur avait vraiment cette envie-là, et finalement, ça ne s'est pas concrétisé, elle n'a pas eu de bébé. Mais il y avait cette envie-là qu'elle avait quelque part en elle. Et ça aussi, c'est dans une biographie, quand on fait le travail avec la famille, c'est quelque chose de très, très rare en fait. Elle était quand même aussi sacrée féministe, là, je vais dire. Oui. 6 fois, Chantal Maudu a échoué à l'Everest. Elle se projette au sommet, assise à côté d'un personnage en bleu marine, son visage à elle entouré d'une capuche jaune. Elle dit savoir qu'elle va gravir le toit du monde. Sentiment rassurant, sentiment déconcertant, sentiment débordant, comme si je devais rejoindre mon double assis là-haut bientôt. Elle refuse toujours le secours de l'oxygène. Gravir l'Everest, toit du monde, rêve d'enfant, rêve d'alpiniste, mon rêve, sans oxygène, sans artifice. Découvrir la suprême dimension, comme le cycliste grimpant un col, puisant dans ses ressources physiques mentales. Au printemps, à l'heure où la nature s'éveille, être à 8000 sans oxygène, s'ouvrir au printemps des sens, en ces hauts lieux en harmonie avec la terre, où l'horizon intérieur s'épanouit. Ces convictions s'affirment au fil des ans. Les échecs à l'Everest sont formateurs, d'autant qu'ils sont accompagnés année après année de merveilleuses réussites tout près, sur les sommets himalayens. Elle songe à sa condition de femme alpiniste, réalise lors de l'expé de 1993 qu'elles ne sont, selon son décompte, que 83 femmes à avoir foulé un sommet de plus de 8000 mètres. Si peu, probablement à cause de la question d'être mère, d'avoir des enfants qui doit arrêter par choix nombre de femmes et de l'image trop virile de l'alpinisme. Quand Frédéric Delrieux lui confie son regret de ne pas appartenir à la génération des alpinistes explorateurs, ceux qui sont arrivés en Himalaya tels des voyageurs aventuriers à cette époque où ce monde était un mystère, elle renverse le point de vue à la manière d'un psychologue. Frédé, je crois que nous sommes justement nés à la bonne période. Nous sommes aujourd'hui libres de vivre ce que nous avons envie de vivre. Il n'y avait pas de place pour les femmes alpinistes à l'époque dont tu parles. Aucune n'a pu partir en expédition. Elle est une féministe qui s'affirme et réclame sa place, toute sa place, dans un milieu dévolu aux hommes, assume sa sexualité, son indépendance, sa liberté tout simplement. Elle se sent grandir de jour en jour, dit-elle. C'est donc Frédéric Delrieux, c'était sa meilleure amie, qui est une grande grimpeuse elle aussi. Quand je parlais tout à l'heure de misogynie, ça, je l'ai entendu pas mal de fois, ça, ici. Chantal Maudu était une femme très très belle, très très libre, et qui avait les aventures qu'elle avait envie d'avoir, qui ne s'est jamais mariée, et qui a fait beaucoup tourner les têtes, comme son frère me disait en souriant. Et ça, il y a des gens qui ne lui ont pas trop pardonné, et qui encore aujourd'hui me disent... on m'a dit ça quand j'ai fait mon travail, on m'a dit si elle n'avait pas été bien foutue, une jolie fille, on n'aurait plus jamais parlé d'elle. Ça me semble un petit peu... Réducteur. Et puis évidemment c'est totalement faux. Mais il y a une forme de jalousie, alors après, je ne sais pas si c'est lié à ce milieu-là ou à la société en général, mais ce côté libre, ce côté je suis avec qui je suis, certains ne lui ont vraiment pas pardonné, y compris d'anciens amants, dont un dans le livre, je raconte cette scène où c'est un Américain et qui a eu des phrases d'une grossièreté à son égard assez terrible. Et on m'a dit, c'est quelqu'un d'ici qui m'a dit ça, il m'a dit elle est peut-être partie au bon moment, parce qu'elle n'était pas du tout armée pour prendre des coups.
Et plus elle réussissait dans ce milieu-là, parce qu'elle en était à sa 7e tentative d'un 8000, plus elle en aurait pris. Et quand on la traitait, les gens la qualifiaient beaucoup de perché, de naïve, de bien gentille, etc. En fait, c'était plutôt une grande force intérieure qu'elle avait en elle-même. Ça passait sur elle, ça glissait, elle s'en moquait pas mal. Mais d'une part, elle était incapable de répartie méchante et de renvoyer la balle. Et d'autre part, elle avait, oui, pour le coup, une forme de naïveté qui était de ne pas voir venir les critiques et les rumeurs, ce genre de choses. Et on m'a dit ça vraiment de façon très assurée en me disant elle en aurait pris vraiment de plus en plus des coups. Et ça l'aurait sans doute rendue très très malheureuse. Et elle est peut-être partie avant que les coups ne pleuvent trop sur elle. Je sais pas, on ne saura jamais ce qu'il en est. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait pris des coups? Parce qu'elle était... Parce que Si elle avait réussi, quoi. Parce que je pense qu'on ne lui aurait pas pardonné de... Certains ne lui pardonnaient pas déjà d'avoir un sponsor annuel. Elle n'avait pas besoin avant chaque expé de retourner faire la tournée des popotes pour trouver un nouveau sponsor, parce que ça coûte une fortune de partir dans l'Himalaya. Elle avait la marque Sector qui la sponsorisait et qui finançait ses expés. Et ça, beaucoup d'alpinistes trouvaient ça, pourquoi elle est là, ça et pas moi, forme de jalousie en fait. Elle avait un agent à Paris, un cabinet de com qui s'occupait de sa publication. Mais l'agent, il m'a expliqué, il m'a dit, mais oui, moi elle m'intéressait en tant qu'agent, parce qu'elle était drôle, elle était brillante, elle était originale, elle était jolie, elle passait bien dans les médias. Et la marque n'a pas mis beaucoup d'argent juste pour le plaisir de sponsoriser une jolie fille. Donc, oui, parce que c'était une très grande alpiniste. Mais les alpinistes chamonniens me l'ont dit ça. En gros, pourquoi elle et pas moi? Et sans doute que dans les dernières années, elle a multiplié les réussites dans l'Himalaya. Et sans doute qu'elle était partie pour ça. Et que les plus gros sponsors commençaient à s'intéresser à elle à ce moment-là. Et sans doute que c'est ça qui aurait... Et puis elle avait aussi plein de talents. Elle avait écrit un livre elle-même qui est paru quelques mois avant sa mort, l'année avant sa mort. Et le livre n'avait pas très bien marché commercialement, mais il avait intéressé les éditeurs. C'était un bon éditeur parisien qui avait publié, et ça avait aussi rendu jaloux quelques-uns qui avaient envoyé des textes et qui n'avaient pas été publiés. Donc il y avait un côté un peu tout lui réussi, et ça en agaçait quelques-uns. Est-ce que tu... On enchaîne sur la plutôt... Je ne sais pas, avant que vous ayez des questions à ce moment-là. Non, mais parce qu'en fait, il y a des textes magnifiques qu'elle a écrits aussi. Parce que là, on est toujours en Himalaya. Donc, est-ce qu'on peut quand même dire que Chantal était la seule alpiniste au monde à avoir gravi 6-8000 sans oxygène? Il faut le redire. Les hommages se succèdent. Ça, c'est à sa mort. Les hommages se succèdent dans la presse. Ne croyez donc pas les marchands de bonnes nouvelles qui prétendent que cette petite fée est morte ces jours-ci sur les pentes du Dholagiri, prévient Alain Rollat dans Le Monde. Les grandes alpinistes sont des magiciennes. Elles abandonnent leur corps pour qu'on les laisse tranquilles pendant qu'elles jouent à saute-mouton par-dessus les cimes. Ne vous laissez pas non plus émouvoir par ceux qui diront qu'elle cherchait à forcer le destin après avoir échoué dans son ascension de la reine des montagnes, celle que les Sherpas nomment Sagarmatha, la déesse mère du monde. TF1, qui a ouvert son journal sur l'annonce de sa disparition, ne s'y est pas trompé. Il y a bien longtemps que Chantal Mauduit est arrivée beaucoup plus haut que l'Everest. Donc à l'époque, c'était vraiment quelqu'un de super médiatisé. Oui, elle raconte comment elle a été reçue à Paris Match par le directeur de Paris Match, comment effectivement les télévisions s'intéressaient de plus en plus à elle, comment il y avait un autre projet de livre qui était en train de naître, etc. Et donc les sponsors, j'ai retrouvé... il y a eu un débat autour d'elle. Est-ce qu'elle était prisonnière dans la fameuse course aux 14 8000? Est-ce que c'est ça finalement qui l'a tuée, comme beaucoup d'autres? Elle, dans ses textes, elle en parle plusieurs fois, elle dit « ça m'intéresse pas, je suis pas du tout là-dedans, etc. » Sa sœur et son frère m'ont garanti pareil que ça ne l'intéressait pas du tout. Son agent aussi. Par contre, ce que j'ai retrouvé, c'est une plaquette publicitaire dans les dossiers que son père m'a donné, dans lequel il y a une plaquette Chantal Mauduit, les 14 8000 d'ici l'an 2000, et sponsorisée par Pepsi. Et donc Pepsi, à l'époque, recherchait des aventuriers pour les médiatiser et pour lancer des grands défis comme ça. Et donc elle était rentrée dans cette discussion avec Pepsi, qui n'avait pas abouti d'ailleurs. Mais il y avait quand même associé chez certains de la pousser à aller vers plus de médiatisation encore et donc plus d'argent du compte. Elle n'en voulait pas ça.
quand je parle de l'Everest, dans le livre, il y a un chapitre entier sur l'Everest, que l'Everest, elle a tenté 7 fois, 7 échecs. Et ces échecs, en fait, elle aurait pu, au moins par 2 fois, les transformer en réussite, mais elle n'a pas voulu, parce qu'elle n'a pas voulu prendre l'oxygène. Et tous les 8 000 qu'elle a fait, c'était toujours sans oxygène. Elle disait, c'est comme faire le Tour de France sur une mobilette. Je pense qu'elle n'imaginait pas qu'un jour les cyclistes du Tour de France auraient des vrais vélos électriques dont ils se serviraient pour tricher, ce qui est arrivé depuis. Mais elle disait ça, et 2 fois, elle arrive à 100 mètres, 150 mètres du sommet. Elle n'arrive plus, elle n'a plus d'oxygène, elle a peu de force. Et on lui tend l'oxygène, on lui dit vas-y Chantal, prends. Et les 2 fois, elle fait des exercices de sophrologie pour s'en empêcher. Et elle avait travaillé ça avec son sophrologue avant de partir en expé. Et les 2 fois, ce travail-là l'empêche de tricher, comme elle disait, et d'atteindre le sommet. Et donc elle n'arrivera jamais au sommet de l'Everest, malgré ses 7 tentatives. Et ce qui est frappant dans ses écrits, c'est qu'il n'y a jamais de plainte, il n'y a jamais de... Elle ne s'apitoie jamais sur son sort, elle n'est jamais en train de dire j'étais si près, j'y suis pas arrivé, elle accable jamais la malchance, etc. Elle dit soit c'est les éléments, parce que plusieurs fois c'est la météo qui l'en empêche. Elle avait aussi un grand sens du demi-tour. Quand j'étais à Passy au salon la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant votre livre il est nul. Et j'ai dit ah bon pourquoi? Il dit déjà l'écriture, bof. Bon. Ben, ça on peut en discuter. Mais surtout elle m'a exaspéré. Et c'était une suicidaire. Et je dis mais monsieur, vous c'est exactement le contraire, c'est tout sauf une suicidaire. Parce qu'elle a fait 7 fois demi-tour à l'Everest. Elle a toujours su renoncer. Et si elle est morte, c'est de la faute à pas de chance pour le coup. Et ça, tous les alpinistes lui reconnaissent, ce don du demi-tour. Et elle était en rien suicidaire, elle aimait tellement la vie qu'elle n'avait aucune envie de se suicider. Et l'Everest, c'est vraiment ça, c'est vraiment emblématique chez elle. 7 fois demi-tour, et 2 fois, si j'y vais, je vais tricher, je veux pas, j'y vais pas. Et ça, c'est la preuve d'une grande force intérieure, je pense. C'est peut-être féminin aussi de faire demi-tour, de savoir renoncer, mais... Peut-être bien. Alors ça, oui, ouais, certains ont envisagé cette piste de l'orgueil déplacé de ces messieurs qu'elle n'avait pas. Ouais. Et d'une forme de sagesse et de... c'est pas si grave que ça. Et sans doute que oui, ouais. Reconnaître ses limites. Ouais. Alors pour le coup, des hommes lui ont reproché ça. Ils m'ont dit elle n'allait pas jusqu'au bout complètement, mais c'était beaucoup plus une preuve de force qu'autre chose. Mais ce qu'il voulait peut-être dire dans cet aspect suicidaire, c'est que justement parce qu'elle refusait l'oxygène, il y a un moment donné où elle aurait pu forcer sa nature sans oxygène, et là justement, suicidaire, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort. Alors elle a peut-être toujours eu cette réaction de s'arrêter au bon moment, et c'est ça que voulait dire, parce qu'autrement, elle aurait mis une bouteille d'oxygène, elle n'étant rien suicidaire, parce qu'elle serait arrivée au sommet, sans risque, sans cet aspect-là, je comprends ce que je veux dire. Ouais, peut-être, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire, parce que je ne vois pas autrement pourquoi... il m'a dit ça, alors ouais, c'est peut-être ça que je pense. C'est plutôt ça, je vois pas. Elle est au contraire un peu suicidaire de vouloir absolument faire tous ces sommets sans oxygène. Et d'ailleurs, Jeannin, je voulais savoir, est-ce qu'elle l'a fait avec oxygène ou sans oxygène? Avec oxygène, hein. Bon, voilà. Donc il y avait un peu ce côté, pas vanité, ni orgueil, mais cette espèce de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de... Alors, elle se dominait jusqu'à peut-être un endroit où il se serait dépassé et justement arrivé à un suicide inconscient. Je comprends ce que vous voulez dire, oui. Je sais pas. Hein, alors, en tout cas, c'est un... Oui, peut-être on peut dire ça par rapport au défi qu'elle se lançait elle-même, qu'elle lançait à son corps. Oui. Je dirais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et puis qu'à un moment donné, ça a fait dépasser la limite, et là, elle était suicidaire. Sauf qu'elle ne l'a pas franchi. Oui. Ouais, voilà. Mais elle a quand même fait 7-8 000 sans oxygène. Bien sûr. Donc ça veut dire que elle savait qu'elle pouvait y arriver. L'Everest, c'est pas le plus dur de tout ce qu'elle a fait. C'est une question de circonstance. Non, mais parce qu'elle arrive sur le K2, c'est pas le plus dur, mais c'est plus éprouvant que de l'oxygène. Par définition. Oui, mais comme elle en a fait 7 sans oxygène, autant faire l'Everest sans oxygène, pour elle, ça avait beaucoup plus de... Pour elle, ça n'avait aucun sens. Mais surtout, elle avait quand même aussi une patate incroyable, quoi. Ouais. Par rapport à d'autres hommes ou d'autres alpinistes, elle avait une condition physique extrême. À 14-15 ans. À 14-15 ans, elle est dans salle de neige, elle fait une trace, et son frère me dit personne n'arrive à la suivre. Mais les hommes 15 ans. Oui, parce qu'elle a 15 ans, elle est dans le massif, ils dorment en refuge, le lendemain matin, il y a 2 gars qui disent bon allez on va au sommet, c'est au Taku je crois, et qui vient avec nous. Et son frère qui est un peu plus âgé, qui est très très sportif aussi, dit non moi j'y vais pas, il neige trop, je le sens pas. Et elle dit bah, moi je viens.
Et donc il me raconte, les deux gars, deux Italiens, je crois, qui disent oh non, pas une fille, donc si je viens, bah là, si tu veux venir, la gamine, elle vient avec nous, mais je te préviens, ça va être dur. Il me raconte comment il a suivi, comment 10 minutes après, elle les avait perdues. Ils n'ont pas réussi à la suivre. Il y a un guide un jour qui dit mais c'est quoi cette gamine? Tellement elle marche vite. Ou son père qui me raconte, elle revient d'Expé, elle est au train à Chambéry, et il y a deux gars qui veulent l'aider à porter ses sacs, deux beaux gosses qui arrivent en disant on va vous aider la petite dame, et ils n'arrivent pas. Ils sont trop lourds. Et elle portait 50 kg sur elle et elle pesait 47 kg. Pourtant elle était faite, c'est ce que j'ai dit à l'époque. Non, c'est turpel. Non. Mais son frère, son père me disait même ses doigts étaient tellement musclés, tout était tellement musclé chez elle, et elle pesait moins de 50 kg et elle portait 50 kg de matériel sur elle. Et puis alors, je vais vous demander aussi autre chose, si c'est possible. Comment elle s'est située dans le contexte de l'époque, où il y en avait quand même d'autres qui étaient aussi bonnes qu'elle, je crois, c'était à peu près à la même époque, entre pâtissier et puis d'Estivelle. Alors peut-être qu'ils étaient un peu plus jeunes, non? De pâtissier et d'Estivelle. Je ne suis pas sûr, parce que c'est pas la même génération. Elle n'en parle pas du tout. Et comment ça se fait? Comment c'est que dans le monde de l'alpinisme, elles étaient trois, on entendait pas. C'était plus des grappeuses. Elles sont pas dans le même univers. Les pâtissiers et d'Estivelle, c'était quand même des grappeuses. Vous êtes de l'escalade et pas de la... Oui, de l'escalade. L'Himalaya, parce que très vite, elle, il n'y a plus que l'Himalaya vraiment qui l'intéresse. Et donc, Catherine Estivelle, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même champ. Et puis, elle se place jamais en rivalité, en concurrence, mais avec personne. J'ai lu, il y a 23, je crois, carnets. À aucun moment, elle se compare à d'autres. À aucun moment. Alors, pourtant, ça n'empêche pas de féliciter dans ses carnets un tel ou une telle qui a réussi, bravo, je lui dis. Elle est en admiration devant beaucoup de gens du monde de la danse. Ces femmes-là, particulièrement, pas du tout. Non, elle n'en parle pas du tout. Elle parle juste de Christine Janin le jour où il y a cette expé malheureuse où elles auraient dû partir toutes les deux, et qu'elle est clouée sur son lit d'hôpital. Et que, après, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit elle fait du vélo, et donc elle pense à ces globules rouges qu'elle emmagasine, et elle dit j'en ai sans doute beaucoup plus qu'elle là-haut, parce qu'elle est avec son masque. Donc elle envoie une autre petite pique. Mais c'est tout. Et comme je vous disais, dans ces carnets, il n'y a jamais de s'apesantir sur son sort, regretter dans la complainte. Il n'y a jamais non plus les autres vivent. En fait, c'est vraiment ça. C'est vrai, chacun vit sa vie. Ça ne m'intéresse pas, et c'est pas parce que je les dénigre ou quoi que ce soit, c'est chacun vit sa vie. Ici, les gens disent beaucoup qu'elle était perchée. C'est vraiment le terme qui m'est revenu le plus souvent. Il y a un peu de ça, c'est vrai, elle est un peu perchée dans sa bulle, dans son monde à elle, mais du coup, ça l'empêche d'être en rivalité, en concurrence avec les autres. C'est pas que leur vie ne les intéresse pas, c'est pas qu'elle est autiste ou au mauvais sens du terme, c'est qu'elle est vraiment dans cette démarche-là. Chacun sa vie, chacun son truc. Et comment est-ce qu'elles en ont parlé? Je m'excuse, je déborde peut-être un peu, mais comment est-ce que ces pâtissiers, je reviens toujours à ces deux, parlaient d'elles? Est-ce qu'on a eu des... Elisabeth Bastille, je ne sais pas, mais je sais que Catherine Estivelle ne l'appréciait pas plus que ça. Ah, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je pense qu'elle était plus en rivalité. Et Jeanne non plus, je pense. Non, c'était pas... Oui, elle n'était pas très aimée. C'est-à-dire que quand elle arrivait, on voyait qu'elle effaçait les autres déjà. Donc elle avait un tel rayonnement, elle était tellement solaire et légère, dans tous les sens du terme, que les autres... Il y a un terme que tous les interlocuteurs quasiment ont employé à son égard, c'est lumineuse. Tout le monde parle de lumineuse. Oui, mais à l'époque, on visait beaucoup l'exploit technique, j'allais dire presque. Et je me souviens à l'époque, on entendait beaucoup parler à la télévision d'Isabelle Pâtissier. Je me souviens, là on la voyait faire ces escalades, effectivement, on parle et puis qui était une Estivelle. Je me demande si on n'en parlait pas plus à l'époque dans la presse que de Chantal Motuy, qui était un peu considérée comme la montagnarde. Tout s'intéressait à des grands sommets, je veux dire, voilà. Elle ne représentait pas l'exploit sportif comme le présentait à l'époque. C'est deux femmes qui étaient nouvelles dans le monde de l'alpinisme. Oui, c'est vrai. Qui commençaient à percer. Et qui étaient pour le dans la performance. Et qui étaient en plus ravissantes. Belles, les trois. Mais Chantal, oui, ça ne l'intéressait pas, et d'ailleurs ça lui était reproché. Mais la médiatisation, elle n'aimait pas ça, elle refusait les interviews, elle n'avait rien à dire. Elle ne refusait pas, mais... C'est ce que dit Denis Ducrot, tu te souviens? Moi j'ai interviewé plusieurs fois, c'était un sketch. Elle redescendait du Mansfield ou du Lhotse, alors moi, mon journal, je lui proposais d'aller la voir pour ça, pour raconter l'exploit, donc j'y allais pour ça. Et elle disait au bout de 3 minutes, elle disait non mais on s'en fout, c'est pas intéressant ça. Alors, par contre, tu es allé voir tel film? Oui, j'ai lu un bouquin qui est génial. Ah, puis au Népal, j'ai découvert un truc, puis j'étais dans un village, c'était tellement beau, puis regarde, j'ai vu les photos.
Elle ne montrait pas des photos d'elle au sommet, elle montrait les photos du village. Elle montrait du nouveau village où elle était allée, de la famille qu'elle avait rencontrée, du plat qu'elle avait mangé, des nouveaux mots qu'elle avait appris, parce qu'elle parlait avec des palais. Elle était complètement là-dedans, et pour un intervieweur, pour un journaliste, c'était compliqué. Et son agent disait, mais c'est un enfer de l'avoir. Elle est géniale, mais c'est un enfer, parce qu'elle ne sait pas se vendre. Elle ne jouait pas le jeu des médias. Elle n'était pas du tout dedans, que les autres étaient plus dedans. Après, ce qui lui a été reproché aussi, alors peut-être que justement ça a joué par rapport à Destivelle ou à Jeannin, c'est que Chantal vivait aux Ouches, donc c'est vraiment pas loin, mais elle ne s'est jamais mêlée au monde chamoniard. Et ça, plusieurs personnes me l'ont dit quand je suis venu plusieurs fois ici pour le travail. Elles m'ont dit, ouais, elle nous snobait. Elle venait pas avec nous dîner chez l'un ou chez l'autre pour refaire le monde, refaire les ascensions, etc. Et ça, sa sœur m'a expliqué, elle m'a dit, mais ça m'intéressait pas du tout. Le côté ancien combattant, le côté moi je suis allé là, le soir à diapo, ça m'intéressait vraiment pas du tout, quoi. Et elle préférait 1000 fois lire, aller au concert, aller aux expos, venir à Paris, voir telle expo, rester chez elle, écrire sur la fin de sa vie, c'est ce qu'elle a beaucoup fait. Sur la fin de sa vie aussi, elle a beaucoup vécu à Paris, puisqu'elle était tombée folle amoureuse d'un poète, auteur qui vivait à Paris. Et puis, elle était dans son monde, et Chamonix n'intéressait pas tant que ça. Et ça lui a été un peu reproché aussi, côté un peu ours, on va dire. C'est ça. Oursonne. Un peu bourreux, un peu montagnard bourreux. Mais à tort, hein. À tort, ouais. Oui, c'est ça, oui. Et donc, beaucoup ne la considéraient pas comme une chamoniarde, d'ailleurs. En plus, elle venait de Chambéry. Elle était Chambéry, mais alors, elle n'était pas tout en bas. Elle avait quel âge? 40 ans? Quand elle est décédée 40 ans? 34. Ah, 34? Ouais. Si jeune. Ouais. En fait, oui, ce qui l'intéressait, c'était pas forcément le sommet, mais c'est la façon de le faire, effectivement. C'est le chemin qui l'intéressait, c'était pas le but, alors que les autres étaient plus dans le but. Ah non, ça, mais c'était vraiment le... Elle préfère la marge d'approche presque, le début de l'ascension, que de parvenir au sommet. Ah bon? Elle est... D'ailleurs, au sommet, elle ne s'attarde jamais, parce que pour le coup, il ne faut pas s'y attarder, mais elle en parle très très peu dans ses carnets du ressenti d'être arrivé, d'être parvenu au sommet. Par contre, il y a des pages et des pages et des pages sur le camp de base 1, le camp de base 2, le camp de base 3, et puis redescendre s'il fait trop mauvais, et on retourne les villageois, et les enfants, et on mange, et on dort, et ça sent bon, ça sent mauvais, et c'est beau, et il y a des fleurs, et des pages entières là-dessus. Très lyrique souvent, mais quant au sommet même, c'est quelques lignes. C'est quelques lignes, c'est waouh, je suis trop contente, vite on fait une photo et il faut redescendre. Et après, elle ne se sentit pas du tout là-dessus. Le sommet en soi, c'est très bien, parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout, c'est ça sa démarche. Et puis parce qu'elle dit, quand elle rencontre le Dalai Lama qui lui demande, elle dit, bah, on va en parler, je crois. Ouais, non, tu peux en parler, ouais. Il lui demande, mais pourquoi vous allez là-haut? Elle dit, parce que c'est trop beau, et parce que peut-être il y a Dieu là-haut, peut-être il y a Bouddha, je sais pas, mais c'est juste parce que c'est beau. Que ce soit ici, que ce soit là-bas, c'est beau. Donc moi je veux aller là où je trouve que c'est le plus beau. C'est pas pour être la première, ouais. Non, pas du tout. Je peux lire juste ces derniers textes là, où elle s'adresse en fait à André Walter, son compagnon, dernier compagnon. Le 5 mai, elle écrit « Je suis en Himalaya, sur un coin de glacier. Vous êtes en ville, à Paris, entre murs et civilité. Mais ai-je déjà été aussi proche d'un homme ?» Le lendemain. Cime blanchie, trace de descente, on dit printemps. Qui a raison, l'Himalaya ou bien les mots? Elle compose un poème. Demain le printemps. À l'heure où la nature s'éveillera, à l'heure où le Khumbu se colorera, je cheminerai vers ce monde blanc, là où la magie blanche des hauts lieux himalayens m'envolera, là où le printemps d'essence fleurira dans la lumière du pays Sherpa. Ça, c'est tout à fait elle. Elle écrivait bien en plus. Ouais. Contrairement à ce qu'a dit ce monsieur à Passy, j'espère que moi aussi je sais écrire. J'espère. Mais ça aussi c'est un défi quand vous vous mettez à écrire sur quelqu'un qui elle-même savait vraiment bien écrire et qui avait en plus un sens du lyrique et de la poésie que moi je n'ai pas. Donc c'était aussi une forme de défi d'être un peu à la hauteur de certains de ses écrits qui sont vraiment très beaux. Là on est sur les dernières années de sa vie, elle a rencontré en 1996 André Walter qui est un poète très, très réputé, qui est le directeur de la poésie chez Gallimard.
et qui a, dans les livres, été traduit en monde entier, qui est vraiment une référence dans le monde de la poésie. Et elle est tombée amoureuse de ces mots avant de tomber amoureuse de l'homme. Et elle est au sommet, au Manaslu, et elle s'enregistre, elle se filme en récitant des vers d'André Velter, qu'elle n'a jamais vu de sa vie, qu'elle ne connaît pas personnellement. Et Velter, qui ne regarde jamais la télé, m'a-t-il juré, en bon poète qu'il est, comme par hasard, ce jour-là, il regarde la télé. Et il voit au 13h d'Antenne 2 à l'époque un reportage sur cette jeune alpiniste inconnue qui vient de réussir en 15 jours un doublé dans l'Himalaya et qui a déclamé un poème. Et donc il s'est dit, tiens, c'est drôle, c'est mes vers à moi, ça. Ce sont mes vers. Et il va à France Culture où il avait un bureau, où il animait 2 émissions à France Culture à l'époque, et son assistante lui dit, il y a une jeune femme qui a laissé un message, elle voudrait vous voir, elle s'appelle Chantal Mauduit. Et donc il la rappelle, et elle lui dit, il faut que je vous vois. Mais sa sœur m'a raconté, l'assistante appelle, elle lui passe Velter, donc il dit, bonjour, c'est André Velter, et sa sœur me dit, je me souviens toute ma vie du cri que Chantal a poussé au téléphone. Et donc, il se voit très vite le lendemain, je crois. Velter lui dit, venez chez moi, on va prendre un café. Et il raconte qu'il habitait sous les toits à l'époque à Paris, et qu'elle arrive essoufflée au 6e étage. Donc il se dit, pour une malaïste, c'est pas terrible. Ce qui va se passer, c'est un coup de foudre immédiat. Velter est marié à l'époque, et sa femme lui dira après, j'ai compris tout de suite. Et il va rester marié, et donc sa femme va savoir qu'il a cette double vie officialisée, non cachée, avec Chantal et avec son épouse. Ils vont jamais grimper ensemble avec Velter, mais ils vont vivre une histoire complètement passionnée. Elle écrit dans ses carnets, et à un moment il n'y en a plus que pour lui, et peut-être trop à la fin que pour lui. Et c'est ce que certains ont imaginé sur la fin, dans sa dernière expé, où elle n'a pas la tête à l'expé, elle a trop la tête à Paris, à le retrouver, et elle écrit. Dans une première version de livre, j'avais écrit que c'était un peu exaspérant au bout d'un moment, et puis on l'a enlevé. Mais il y a un côté gamine, groupie, et puis elle est tellement enamourée qu'elle parle tout le temps de lui. Alors là, pour le coup, le sommet, qu'elle n'atteindra pas, il n'existe même plus. Et certains m'ont dit qu'elle avait tellement peu la tête au sommet que c'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être qu'elle a commis quand même une petite imprudence là où elle a porté sa tante, et donc là où elle est morte. Sachant que André Velter, sa femme, est morte 3 mois avant, et d'un cancer, et que Chantal en a pris une part de responsabilité. Elle est partie en s'étant auto-persuadée que si ce cancer avait été survenu, qui était assez foudroyant, peut-être qu'il était pour quelque chose. Et alors les gens m'ont raconté 2 choses différentes, vraiment des très proches, qui m'ont raconté 2 scènes complètement différentes. Les uns m'ont dit qu'elle est partie rayonnante, folle de joie de retourner au de la Guérie, et d'autres m'ont dit qu'elle était en larmes sur le quai du train à Chambéry. C'est sa meilleure amie qui m'a dit ça, et qui s'en veut encore aujourd'hui de l'avoir laissé partir. Donc comment j'ai pu la laisser partir, je savais pas que ça allait mal finir. Après, on ne saura jamais. Mais en tout cas, cette relation avec Velter, ça m'a poussé aussi elle-même à écrire, et donc à composer de la poésie, ce qu'elle a fait depuis toute petite, elle écrivait de la poésie. Et Velter m'a dit, c'est d'autant plus tragique sa mort, qu'elle commençait à toucher vraiment à quelque chose dans l'art de l'écriture. Et elle s'en approchait vraiment. Et je lui ai dit, ça il ne le savait pas, que dans un des journaux, elle parle de lui en disant qu'il lui pèse trop parce qu'il a une telle aura de poète et de directeur de la poésie chez Gallimard, que c'est le monsieur poésie en France, et que c'est son compagnon. Et donc elle dit, je me forcerai à écrire, et quand même il en pensera du mal, quand même il dira que c'est nul, je ne veux pas le savoir, je me débarrasserai de son aura, de son autorité, une forme d'emprise. Et elle semblait y parvenir. Donc elle a écrit un livre qui est paru en novembre 1997, et elle avait aussi composé des contes qui n'ont jamais été publiés. Elle travaillait sur un livre de photos qu'elle prenait des milliers de photos qu'elle aurait légendées, et sur un autre livre aussi qui aurait été plus tourné vers la poésie. Et puis elle n'a jamais pu l'écrire, malheureusement. Sa mort, on en parle. On va tout dire. On va tout dire.
Mais là, c'est sympa. Non, parce que, Oui, non, il faut laisser un peu de... Ouais. Il y a eu des films, plusieurs films. Il y a un documentaire qui a été fait sur elle, qu'on peut trouver sur Internet. Sur Internet, ouais, sur YouTube. Elle a un site, elle, peut-être, non? Non. Alors il y a le site de l'association qui porte Ah son oui, nom. ça on peut porter. Ouais, Ça s'appelle comment? Chantal Mauduit Namasté. Comment? Namasté. Namasté. Namasté, ouais. Donc à la fin de sa vie, elle parrainait un enfant, le fils de son Sherpa. Et donc elle lui payait ses études, sa scolarité. Et donc une association a été créée après sa mort par son père, son frère et son agent, qui existe toujours. J'ai vu qu'il y a des dépliants. Oui, il y a des dépliants. Et c'est une association qui aide les enfants à Katmandou. Donc une école a été créée qui porte son nom et qui scolarise aujourd'hui plusieurs centaines d'enfants par le biais de parrainage donc de France, des parrains, des marraines qui donnent une certaine somme et qui aident à payer la scolarité des enfants. Au départ c'était garçons et filles, finalement ils ont arrêté de prendre des garçons, ils ne prennent plus que des petites filles maintenant parce que la scolarisation des petites filles au Népal devient de plus en plus compliquée. Donc les garçons qui étaient rentrés dans le cursus évidemment le terminent, mais à terme il n'y aura plus que des petites filles qui sont scolarisées, de toutes petites jusqu'au l'équivalent du bac. Et avec aussi un enseignement artistique, puisque Chantal était très poussée, très tournée vers les arts, donc il y a aussi une dimension artistique dans l'enseignement qui est prodigué à Katmandou, cette école, qui a miraculeusement été épargnée par le séisme, par le dernier séisme. Et ces enfants, donc il y a sa photo dans chaque salle de classe, et l'école porte son nom. Le Messner. Je crois que Messner aussi, l'école. Je sais pas. Si. Ouais. Ah, là, bien sûr. Tous les alpinistes, en fait, qui sont allés en Himalaya. L'école était dans un premier temps à un endroit en Katmandou, elle a déménagé, et le déménagement, sans qu'on puisse le deviner à l'avance, a permis que le séisme ne touche absolument pas l'école. Peut-être la main de Chantal. Une bonne étoile. Si vous avez des questions, d'autres questions. Si personne n'en pose une dernière, désolé. Vous êtes sûr que la famille n'avait pas ouvert avant de vous les communiquer les carnets d'expédition et parce que ils avaient été combien de temps après sa mort? Combien de temps? C'est-à-dire Combien de temps après vous avez été dans la famille pour préparer? Moi je suis allé il y a 2 ans. Ah, donc bien après ça, des années après. Ouais. Vous pensez que dans l'intervalle, ils n'ont jamais ouvert, ou n'ont pas dit, les carnets intimes et les notes d'expédition? Son père et son frère m'ont dit, tous les deux, son père et son frère m'ont dit, on a commencé et on n'a pas pu continuer, c'était trop dur. Et sa sœur, pour le coup, m'a dit, je les ai jamais, je voulais même pas les regarder, je les ai jamais... Et c'était très émouvant avec sa sœur, c'est que je suis resté plusieurs jours de suite, et j'ai vu au bout de 2-3 jours qu'il commençait à s'approcher de moi, physiquement, il y avait une grande table comme ça, plus grande que ça, dans le salon. Et un jour, je me suis retourné, elle était sur mon épaule, et elle me regardait comme ça. Et je lui ai demandé si elle voulait que je lui dise ce qu'il y avait dedans qui la concernait, donc elle m'a dit ça dépend. Donc je lui ai dit 2-3 petites choses, parce qu'elle en parlait beaucoup de sa sœur évidemment. Elles avaient 3 ans d'écart. Et pour le reste, ils m'ont dit ça, on a commencé, on a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Mais c'était pas que des carnets d'expédition, en fait, c'est des carnets qui démarraient quand elle a su écrire, c'est ça? C'est des hein? journaux Oui, intimes. c'est des carnets intimes. Oui, oui. Nous sommes le souvenir que les jeunes filles, quand elles écrivent des carnets intimes, Voilà. ne veulent surtout pas que quelqu'un, qui que ce soit, Ah, regrouper la famille, les ouvre. C'est pour ça que je suis étonné que vous ayez pu les ouvrir. Alors on a écrit des premiers toutes petites qu'elle a détruits, comme souvent quand on commence des journaux intimes enfants, elle trouvait ça trop nul. Et après elle les a recommencés. Et non, ils m'ont... En fait moi je leur ai pas demandé, parce que je savais même pas qu'ils existaient au départ. Et je leur ai dit, mais il y a très peu de choses, il y a eu très peu d'articles finalement, pas tant que ça au bout du compte. Et après moi j'allais avoir tous les témoignages de gens qui l'ont connu, j'en ai rencontré beaucoup. Mais je suis allé chez eux la première fois et on parle, et à un moment ils me disent bougez pas. Et donc ils reviennent avec la caisse, là il y a ça peut vous intéresser on pense. Et c'était une mine d'or. Et s'il y avait des choses sur la famille qui n'étaient pas à dire, vous auriez donc vous-même, vous leur en venir pas parler, parce que souvent avec un intime, il y a des relations inavouées avec la sœur, avec le père, avec la mère surtout. Non, après moi j'ai pris des pincettes évidemment, c'est une chose que j'ai pas voulu, qui aurait pu être blessante. Après coup, je ne les ai pas évidemment pas évoquées. Mais il y en avait très peu, elle adorait ses parents. Elle adorait ses parents. C'est une famille,
Ils sont venus ici, ils sont venus à Chambéry, c'est une famille extrêmement soudée, ils voyagent beaucoup ensemble, ils sont très soudés dans cette famille. C'est une famille qui a eu beaucoup de drames aussi, et beaucoup de morts. Un champion, non, qui Mauduit Georges. C'est Georges Mauduit, le champion de ski. Ouais, c'est un cousin, c'est un cousin du grand-père, du père. Ouais. Mais c'est une famille, je crois pas qu'il y ait des... Peut-être dans toutes les familles, je sais pas. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait des secrets bien gardés dans cette famille. Et ils sont très proches, là, c'est vraiment très émouvant de les voir. Et oui, il y a des fois où la gamine, ses parents l'exaspèrent, parce que sa mère ne veut pas la laisser faire tel stage d'escalade, ou parce que, voilà. Mais il n'y a quasiment que des mots d'amour pour ses parents, son frère, sa sœur. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas la crise d'adolescence où l'on verrait tout péter, etc. Il n'y a pas ça. Et au contraire même, parce qu'elle se retrouve sans sa mère à 15 ans et son père va assumer ça alors que les deux grands sont partis faire des études et ils vont être extrêmement soudés, extrêmement forts. S'il y avait eu des problèmes comme ça, j'aurais sans doute voilà, j'aurais fait le tri, j'aurais pas mis des choses qui auraient pu blesser la famille en lisant le livre. Mais ils n'ont pas été blessés en tout cas. Il y a eu un espèce de voile de pudeur aussi sur la disparition de la mère. Oui. Personne n'en parle, on ne sait pas. Non, ils n'en parlent pas. Elle non plus n'en parle pas dans ses carnets, très peu. Elle en parle un peu, mais elle passe très vite à autre chose en fait. C'est peut-être très personnel, si on peut le lire, ça se comprend. Moi j'ai gardé peut-être 2 lignes et que j'ai soumises à sa sœur. Son père m'avait demandé de lire le livre quand il paraîtrait. Il ne voulait pas le lire avant. Et sa sœur m'avait demandé, m'avait tendu la perche. Et donc je l'ai soumis à sa sœur qui m'a dit il n'y a aucun problème avec ça, tout va bien. Et sa mère décède, elle est très croyante, et elle se cède beaucoup de la foi. Et après, elle en parle très peu, elle revient à sa vie de gamine de 15 ans finalement. Avec tout au long de sa vie la présence de sa mère qu'elle évoque à tel et tel moment, telle ascension, dans la spiritualité. Mais elle ne reste pas dans... Son deuil, elle le fait très vite, il semble. Ou pas. Ils ont tous les 3 lu votre livre, votre père, frère et soeur. Ils étaient contents de... Ouais, ils m'ont dit des choses très émouvantes. Vraiment très émouvantes. Sa sœur, elle était vraiment empêtrée dans le deuil. Et 18 ans après. Et elle m'a dit des choses vraiment très fortes sur ce que ce livre lui ouvrait comme porte, forme de thérapie, très modestement, mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Son père, on a dîné ensemble à Chambéry après la conférence qu'on a faite et il m'a regardé droit dans les yeux, il s'est assis face à moi, il me dit j'ai des choses à vous dire. Son père c'est un sacré bonhomme, il a 88 ans, 89 ans, il fait encore 6 heures de ski par jour, il fait du delta, du planeur. Depuis 50 ans, on était à Chambéry, on a fait la conférence, il y avait une estrade presque haute comme la table, il a sauté pour venir sur l'estrade, il y a des petites marches. Il ne prenait pas les marches, il me dit bah non, c'est plus court comme ça. 89 ans. Donc quand il s'est mis face à moi, il me dit oulala, qu'est-ce qu'il va me dire? Et donc là, le bouquin lui a beaucoup plu. Et il m'a dit que sa fille était revenue vivante grâce au livre. Et ça m'a donné la chair de poule. Ça me donne encore. Et son frère aussi, j'ai vu, surtout ils m'ont présenté leurs cousins, je connais toute la famille maintenant. Ils sont venus à Neuf à Passy. Ah oui. Donc on a... Vous habitez Passy? Non, il y avait le festival du livre de montagne à Passy. Ah oui. Le premier jour, vous étiez ou pas? Non, moi j'étais le samedi et le dimanche. Ça a raté. Et eux, ils ont un chalet à Sixte. Oui, chez Sixte, c'est un chemin. Ouais, ils ont un chalet là-bas, donc ils étaient au chalet, donc ils ont fait la route pour venir à Passy. Ben, merci.